Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravie d'être avec vous cette fin de journée. Merci d'être encore là, malgré la petite chaleur qu'on a. Je suis Ali Perrault, je m'occupe du service Tech Media Startup aux Échos et je parle beaucoup d'IA tous les jours. Et donc je suis ravie aujourd'hui de reparler de cette technologie et sur la thématique IA, donc amis ou ennemis. Je suis sûre que vous aurez pas mal de questions à poser à tous nos invités qui seront présents. Et je vais laisser tout de suite la parole à Étienne Klein qui va nous faire une petite introduction. Bonjour à toutes et à tous, j'ai 4 minutes, je me dépêche. Alors évidemment, l'IA, tout le monde en parle, c'est une mutation anthropologique induite par la technique. Ce n'est pas la première, mais celle-ci se distingue par la vitesse avec laquelle elle change nos façons de travailler, notre rapport à la connaissance, nos façons d'enseigner, notre rapport aux autres et même notre rapport à nous-mêmes. Je ne vais pas débattre de la question de savoir si l'intelligence artificielle est intelligente ou pas au sens complet du terme. L'intelligence au sens français du terme, elle suppose une conscience de soi que l'intelligence artificielle n'a pas encore. Mais on voit bien que dans beaucoup de secteurs, elle nous dépasse. C'est-à-dire qu'elle fait mieux que nous. Et donc, il y a des situations dans lesquelles le silicium écrase, si on peut dire, le neurone. Alors, il y a une chose à dire, c'est que cette révolution, en fait, elle est par définition complètement nouvelle, mais on pourrait dire qu'elle a été déjà pensée. Si vous lisez un certain nombre de grands auteurs des années 30, français notamment, vous verrez que ce qu'ils disent à l'époque des machines s'applique parfaitement à ce que nous disons aujourd'hui de l'IA et aux questions que nous nous posons. Par exemple, Gaston Bachelard, dans L'intuition de l'instant, en 1936, il parle de la bradypsychie. La bradypsychie, c'est un mot qu'il écrit avec 2 Y, brady avec un Y, psychie. C'est le fait que quand on est obligé de réfléchir vite, sous la forme d'une pression extérieure, on réfléchit mal. Autrement dit, la pensée correcte a besoin, pour se déployer correctement, qu'on lui laisse le champ libre sans tout le temps l'interrompre. Paul Valéry, Propos sur l'intelligence, 1939. Plus la machine nous semble utile, plus elle le devient. Et plus elle devient utile, plus nous devenons incomplets, c'est-à-dire incapables de nous en passer. Je viens de corriger des copies d'étudiants d'une certaine grande école, copies qu'ils ont rédigées à la main, sans l'aide de téléphone, d'ordinateur ou de montre. Il y a quand même un taux très élevé de fautes d'orthographe. Certaines même sont assez originales. Il y a une inventivité de la faute d'orthographe. Or, ce sont des jeunes gens, des jeunes filles, dont l'orthographe est corrigée depuis qu'ils savent écrire, quand ils écrivent sur un écran, téléphone ou ordinateur. Ça veut dire que le fait d'être corrigé n'apprend pas. Le fait d'être corrigé n'apprend pas. Quelle leçon en tirons-nous? Bernanos, La France contre les robots, 1943. Le danger d'aujourd'hui, dit-il, en 1943, ne vient pas de la multiplication des machines, mais du nombre croissant d'êtres humains qui sont formés depuis l'enfance à ne rien désirer d'autre que ce que peuvent donner les machines. Ouais, c'est une question que se posent aujourd'hui tous les professeurs. Enfin, Hegel, alors là, ce n'est pas les années 30, c'est 1810, une conférence qu'il donne à l'université de Jena. Il dit, si l'apprentissage des connaissances que nous livrons aux étudiants se borne à une simple réception, alors le résultat n'en serait guère meilleur que si nous écrivions des phrases sur l'eau. Autrement dit, pour qu'une connaissance entre en nous, il faut qu'elle soit l'objet d'une auto-réflexion de la part de celui qui la reçoit. Il ne suffit pas de lire une réponse sur Google ou ChatGPT. Et donc la grande question, et si j'étais jeune, je me la poserais encore plus, c'est est-ce que l'IA va démuscler nos cerveaux ou bien est-ce qu'elle va nous obliger, grâce à la concurrence technique qu'elle nous impose, à produire un effort de l'esprit? Vous avez 3 heures. Merci beaucoup Étienne. Je vais passer la parole du coup à Sarah Kalonji. Toi, tu es porte-parole jeunesse. Je te laisse aussi donner un petit peu ton avis. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je n'ai pas 3 heures mais 3 minutes, donc c'est beaucoup plus court. Mais c'est un défi tout aussi conséquent.
Je ne sais pas si l'intelligence artificielle va démuscler nos cerveaux, mais ce qui est sûr, c'est que ça a musclé le mien quand on a pu échanger avec les membres du programme jeunesse sur ce sujet. Et donc à cette occasion, je voulais vraiment remercier énormément les membres de mon Agora pour le travail qu'ils ont fourni à ce moment-là, parce que c'était assez impressionnant. Moi, ça m'a beaucoup stimulé. Et l'intelligence artificielle, c'est vrai que c'est un sujet qu'à la fois on connaît tous, mais qu'on est assez peu nombreux, en tout cas au moins chez les jeunes, à connaître en détail. Et donc voilà, je voudrais vous remercier tous, en tout cas pour le travail qu'on a pu accomplir. Pour aller un peu plus dans le fond des choses, je dirais donc voilà sur les profils qu'il y a eu dans toutes les personnes qui ont pu travailler sur ce sujet dans l'Agora Jeunesse. On a eu donc des spécialistes de l'IA, des spécialistes de la recherche fondamentale, des gens qui travaillent beaucoup sur l'innovation et qui montent leur start-up, des personnes qui sont spécialistes des politiques publiques et juste aussi des personnes qui, comme moi, s'inquiètent de l'avenir de la démocratie et notamment de l'impact de l'intelligence artificielle sur le sujet. J'ai beaucoup cherché quel événement d'actualité prendre, parce qu'évidemment sur l'intelligence artificielle ils sont multiples, et finalement je prendrai quelque chose qui s'est passé il y a à peu près 1h30 pendant une autre Agora donc, qui s'est tenue ici il n'y a pas si longtemps, et donc c'était Philippe Michel Labrosse qui disait que la valeur du futur c'était la confiance. Et je trouve que c'est très illustratif de la question qu'on se pose cet après-midi, de savoir si l'intelligence artificielle est une amie ou une ennemie, et ça illustre bien les questions de confiance que la jeunesse a vis-à-vis de l'intelligence artificielle. Dans le groupe avec lequel on a travaillé, c'est vrai qu'on était un groupe assez technophile, mais on a vu énormément de craintes. Et donc quand on a dû faire la liste de ce qui faisait de l'intelligence artificielle une amie ou une ennemie, on a surtout parlé de ce qui en faisait une ennemie potentielle. Donc c'est vrai que c'était assez intriguant. Et en voyant un petit peu les chiffres de l'étude qu'on nous avait soumise, tout faisait absolument sens, parce que 55% des 15-29 ans aimeraient se passer de l'intelligence artificielle, alors qu'on est quand même très nombreux à l'utiliser quotidiennement, ou en tout cas à se poser quotidiennement la question de savoir si elle ne pourrait pas nous être utile dans nos études, dans notre travail ou même dans notre vie quotidienne. Certains l'utilisent comme assistant personnel. Et donc je dirais finalement ce qu'on s'est dit tous ensemble, c'est que c'était une méfiance qui venait d'une génération qui est assez charnière. On a grandi pour beaucoup, moi j'ai 28 ans par exemple, on a grandi sans l'intelligence artificielle. On a été à l'école sans, on a fait nos études sans, on est allé à la fac sans intelligence artificielle, donc à chercher dans le code civil énormément de choses et dans énormément de sources de données. Et donc c'est une méfiance qui est aussi le signe d'une accoutumance progressive pour cette jeunesse-là. Donc elle connaît très bien l'intelligence artificielle parce qu'elle commence à l'utiliser beaucoup. Elle connaît aussi le monde sans, et elle se retourne vers d'autres jeunesses qui arrivent très vite derrière elle et qui, elles, pour le coup, ne connaissent que ça et ne veulent, pour certains, pas entendre parler d'autre chose. L'intelligence artificielle aussi pour nous, pour la jeunesse et pour les moins jeunes aussi qui sont dans la salle, il y en a quelques-uns, c'est finalement un outil, c'est comme un couteau de cuisine, on peut l'utiliser pour faire ses tartines le matin, mais on peut aussi l'utiliser pour des choses qui sont un peu moins positives. On peut penser par exemple au harcèlement scolaire, où il y a certains élèves qui en fait se sentant harcelés à l'école vont prendre des armes blanches dans leur sac et se sentir plus en sécurité grâce à ce genre d'outils. L'intelligence artificielle, c'est assez similaire. C'est finalement quelque chose qui est aussi bien intentionné que nous le sommes nous-mêmes. Et donc l'intelligence artificielle, c'est aussi un outil qui est aussi bon ou mauvais que nous et qui est ce qu'on en fait. Je ne reviendrai pas sur la question de la définition de l'intelligence à laquelle on avait aussi beaucoup pensé et que vous avez abordé aussi, Monsieur Klein, dans votre intervention. Mais donc c'est vrai qu'on se pose aussi beaucoup la question de qu'est-ce que ça veut dire l'intelligence. C'est une question qui habite beaucoup les discussions de la jeunesse, et pour savoir si finalement c'est un mot qui est approprié pour se poser les bonnes questions sur cette technologie. Comme je disais, donc, c'est vrai qu'on se pose aussi beaucoup de questions à l'approche d'un événement qui aura lieu en avril-mai, de l'impact de l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup de personnes ici peut-être qui se posent la question de quel candidat à la présidentielle aura le meilleur programme, ou sera le plus technophile, ou aura le regard sur la régulation qui sera le plus favorable à l'innovation. Mais nous, la question qu'on se pose aussi, c'est avant même d'avoir une nouvelle personne comme à l'Élysée, c'est aussi quelle campagne présidentielle on va vivre. Parce que c'est vrai que l'intelligence artificielle va impacter cette campagne, aussi bien sur les questions d'information de la population, qu'aussi les moyens de communication des différents candidats, la propagande électorale. Et ça, c'est des questions qui sont extrêmement importantes pour la jeunesse, et notamment les primo-votants, pour lesquels ce sont des élections qui sont décisives. Pour revenir donc, voilà, sur cette question de intelligence artificielle amie ou ennemie, ce qu'on a décidé avec l'Agora Jeunesse au gré après de très très longues discussions pendant une matinée très animée, c'est de voir l'intelligence artificielle comme ni l'une ni l'autre, et de la voir plutôt comme une alliée.
qui suppose donc d'avoir une confiance vigilante. Donc c'est pour ça que je parlais de cette question de confiance qui est extrêmement importante pour nous. Et c'est vrai que on parle beaucoup de la jeunesse qui navigue sans repère et qui ne sait pas comment fonctionner en fait dans ce monde qui a l'air extrêmement nouveau et plus en rupture que le précédent. Mais en réalité, l'intelligence artificielle, c'est une alliée objective pour la jeunesse. Elle a besoin de nous aussi pour se développer, pour que les modèles intègrent un peu mieux nos questions et ce qu'on veut dire par les différentes questions qu'on lui pose. Et évidemment, nous, on en a aussi beaucoup besoin pour rester compétitifs entre nous et aussi vis-à-vis des jeunesses des autres pays, des autres continents. Et donc grâce à l'intelligence artificielle, la question qu'on se pose, c'est aussi de savoir est-ce qu'on manque vraiment de repères. Je ne suis pas certaine. Je pense qu'on a plutôt énormément de signaux qui sont tellement nombreux qu'il est difficile de faire la différence entre tous. Et donc voilà, merci beaucoup en tout cas à tous d'être présents aujourd'hui et de nous éclairer avec vos questions et témoignages. Merci Sarah. Et on enchaîne tout de suite avec, donc je vais appeler Sylvie Géano, coprésidente de Les entreprises s'engagent. Alors bonjour à toutes et à tous. Peut-être juste avant de répondre à la question amis ou ennemis, je co-préside effectivement une communauté qui s'appelle Les entreprises s'engagent, qui est une communauté qui associe les pouvoirs publics et puis les entreprises au service de l'engagement des entreprises pour construire une société plus inclusive et plus durable. On travaille beaucoup sur les questions d'emploi. Évidemment, les questions d'IA nous intéressent aussi beaucoup. Et puis au-delà de ça, je dirige Dalkia, qui est une entreprise de la transition énergétique. Alors, amis ou ennemis, globalement, il faut avoir en tête que ces modèles d'IA générative, mine de rien, ça n'est, je ne sais pas si on peut dire que ça n'est que, mais ce sont des modèles statistiques extrêmement évolués. Et donc, des modèles statistiques, finalement, ça utilise ce que ça a dans le ventre, d'une certaine façon. Donc, ça utilise des masses de données, de façon évidemment très originale et très innovante. C'est ça qui en fait la rupture technologique. Et en même temps, ces masses de données, elles parlent avec ce qu'elles ont dans le ventre, si je peux le dire comme ça. Et donc, il y a des biais, on l'a dit, il y a des biais et ils ne sont pas si faciles que ça à comprendre. Avant de venir, moi, en chef d'entreprise, je me suis dit, tiens, je vais poser à une IA, je vais leur demander, tiens, si j'ai un team building à faire pour mes salariés, qu'est-ce que tu me proposerais ? J'ai un groupe d'hommes quadragénaires et un groupe de jeunes femmes. Alors au début, il parle de mixité, et puis j'ai dit, et si on sépare les deux groupes, qu'est-ce qui se passe ? Alors c'est très, très amusant, hein, vous le faites. Alors il met l'escape game, alors là il le met bien pour les filles et pour les garçons. Et puis en 2, pour les garçons, c'est l'atelier bière. Pour les filles, c'est l'atelier cuisine. En 3, pour les garçons, c'est l'atelier construction. Et en 3, pour les filles, c'est l'atelier floral. Donc c'est quand même, vous voyez, très interpellant. Très interpellant. Je fais juste une petite question, un petit prompt, et je trouve ça. Et alors moi, je me suis posé la question, parce que c'est des thématiques qui m'intéressent tant aux entreprises s'engagent qu'en tant que chef d'entreprise, c'est quelle influence ça va avoir sur des 3 transitions qui sont majeures de mon point de vue. La première, c'est la transition sociale, démographique, et on regarde ce qui se passe sur les jeunes. Alors ça bouge très très vite, les chiffres, c'est incroyable. Et j'ai regardé juste le sondage des Échos dernièrement, et vous avez raison. Aujourd'hui, 95% des jeunes utilisent l'IA, 70% tous les jours. Et par contre, on a fait des enquêtes et on retrouve exactement le chiffre quasiment que vous avez donné sur le 45%. On a fait des enquêtes avec les entreprises s'engagent et en fait, un jeune sur 2 dit finalement, ça serait pas si mal de pouvoir s'en passer. Vous avez 45%, on n'est pas très loin, on retrouve cette notion-là. Et puis si on va un peu au-delà des jeunes, je lisais la presse ce matin, vous savez quelle est dans les 5 premiers livres les plus vendus du moment ? Eh bien, c'est le texte du pape. Qui a écrit Magnificas Humanitas, là je le dis très mal, mais et qui pose cette question du rôle de l'humain dans tout ça. Et donc cet engouement pour ce texte me fait dire aussi que tout le monde se questionne sur cette IA. Et j'en conclus finalement qu'on a un enjeu majeur de prise de conscience, de formation de tout le monde, in fine, des jeunes et des moins jeunes, sur qu'est-ce que c'est que l'IA pour finalement, peut-être d'un risque ennemi, en faire aussi quelque chose vers l'ami. C'est qu'on n'en fera pas quelque chose d'ami, de positif, si on n'a pas compris comment le faire.
La deuxième transition que je voulais aborder, c'est aussi quand même tout de même la transition numérique. Parce que dans les entreprises, on commence à déployer l'IA. Moi, je fais partie des entreprises, et 10% des entreprises qui ont décidé de déployer à tout le monde ces outils-là. Donc un technicien chez Dalkia, aujourd'hui, il peut utiliser de l'IA générative. Et on se rend compte que finalement, on pourrait être assez mécanique sur certaines fonctions. Je pense que le truc facile à comprendre, c'est le conseiller client. Alors, on a de plus en plus des services clients, vous le sentez bien, qui maintenant utilisent quasiment qu'une IA. Alors, ça marche assez bien pour des choses assez classiques, des demandes classiques. Alors, c'est extrêmement irritant parce qu'on ne peut pas faire de l'humour, on ne peut pas interrompre. Enfin, moi, ça m'irrite beaucoup. Après, ça fait le job. Ça peut remplacer un poste ou un métier. En même temps, je me dis que les entreprises qui font que ça, elles ratent quelque chose. Parce que l'IA, ce n'est pas un outil informatique, finalement. C'est quelque chose qui va nous permettre d'accélérer dans l'innovation. Parce que finalement, effectivement, si le conseiller peut se détacher des choses un peu simples, ben, finalement, tant mieux. Et peut-être qu'on peut aller le chercher, notre conseiller, vers de la valeur ajoutée, de l'innovation client, du service client et de la valeur pour l'entreprise. En tous les cas, c'est ce que j'appellerais de mes voeux. Donc voilà, allons chercher de l'IA qui augmente, qui crée de la valeur et qui accélère l'innovation. Et puis la troisième transition, une qui m'intéresse évidemment au plus haut lieu, c'est la transition énergétique sur ces questions d'IA. Il faut avoir en tête que tous ces jeunes qui utilisent tous les jours l'IA, souvent ils utilisent l'IA pour juste une requête simple. Ça consomme 10 fois plus d'énergie quand on utilise l'IA pour une requête simple. Donc par exemple, requête ChatGPT, 10 fois plus qu'une requête Google simple. On pense que l'année prochaine, la consommation électrique de l'IA, ça va correspondent à peu près à la consommation électrique de l'Argentine. Donc il y a un gros sujet derrière ça, les émissions de CO2, dans tout ça, comment on va les gérer. Alors si cette électricité, elle est bas carbone, ce qu'on sait très bien faire en France, c'est un moindre mal, mais c'est quand même un sujet en tant que tel qu'il va falloir adresser, peut-être de l'efficacité énergétique, probablement de l'éducation aussi sur la sobriété d'utilisation de ces outils-là à un moment donné. Après, l'innovation irait peut-être chercher de l'efficacité énergétique tout court sur les data centers et les puces qui font de l'IA. Moi, je voulais vous dire aussi que l'IA est aussi une solution. Moi, j'utilise, là pour le coup, je mets ma casquette Dalkia. On utilise l'IA aujourd'hui dans des réseaux de chaleur, dans les bâtiments, dans l'industrie, pour aller chercher des corrélations qu'on appelle non intuitives. Tous ces systèmes et ces modèles nous permettent d'aller chercher des mécaniques pour faire baisser la consommation bien au-delà que ce qu'on aurait fait si c'était juste notre ingénieur qui le cherchait. Pour conclure, je voudrais quand même revenir sur ce sujet. Je suis un petit peu longue, excusez-moi. Cette question des CV, parce qu'il y a beaucoup de jeunes, on est sur l'agora de la jeunesse. Et effectivement, c'est aussi pour vous illustrer qu'il faut aller chercher un modèle augmenté. C'est un facteur d'accélération. Il y a plein de CV aujourd'hui qui sont faits sur l'IA, plein de lettres de motivation qui sont faites avec l'IA. On le voit. Quand vous faites ça, sachez que je pense que les filles et les garçons, vous n'êtes pas traités pareil. Et quand vous faites ça, l'employeur le voit. La lettre de motivation, elle est un peu trop belle. Elle manque peut-être un peu de faute d'orthographe, je ne sais pas. Mais en tous les cas, ce qui est intéressant, c'est celui qui a mis sa touche créative. Parce que finalement, l'œil qui brille, on le sent dans les outils, dans les CV et dans les lettres. Et donc, moi, je suis pour une IA amie, une IA qui augmente les capacités et donc une IA que l'on maîtrise et qui est portée par l'humain. Voilà, merci beaucoup. Merci Sylvie, merci. Vous pouvez passer le micro tout de suite à Alexandre Desfossés, qui est donc le cofondateur de QTI. Alors c'est un laboratoire d'intelligence artificielle. Merci beaucoup. Donc effectivement, la révolution en cours de l'IA, elle soulève beaucoup de questions. Il y a forcément un aspect positif qui est de se dire, en fait, ça permet de faire des choses, ça permet de faire des choses plus rapidement et ça permet de faire des choses surtout d'abaisser des barrières techniques. On commence à avoir des choses assez rigolotes, par exemple des étudiants en licence de mathématiques qui, avec l'IA, vont faire des contributions non triviales alors qu'ils n'auraient jamais été capables de le faire avant la fin de leur thèse ou au cours de leur doctorat. Donc ça permet de décorréler la capacité technique de l'ambition ou du projet qu'on a.
Il y a des cas où ça peut être problématique parce qu'effectivement, on ne va pas forcément du coup passer des années à acquérir une compétence extrêmement spécifique. Par exemple, pour jouer du piano, il faut faire des heures et des heures de gamme. Et en même temps, cette possibilité de se dire, OK, j'ai peut-être dédié jusqu'à présent un certain nombre d'années à faire quelque chose et en fait j'ai envie de faire quelque chose d'autre et ça va être plus facile, ça a quand même une valeur dès lors que ces modèles restent accessibles à tous et à toutes. Il y a un autre point qui est intéressant avec l'IA, donc là on parle de faciliter ou d'accélérer quelque chose qui était déjà possible avant. C'est de permettre des choses qui sont impossibles. Donc nous, on va faire juste après une démonstration avec Olivier Goua qui est là, d'assistance aux personnes atteintes de la maladie de Charcot pour la communication avec leurs proches. Et en fait, ça, on est obligé d'utiliser la technologie qu'on a construite. Ça aurait été impossible sans cela. Je pense qu'on va avoir un certain nombre de révolutions scientifiques qui vont être nourries de cette IA, qui vont permettre d'aborder des systèmes extrêmement complexes. Et peut-être qu'on va avoir des révolutions dans le médical, dans la physique, la chimie, la science des matériaux qui viendront de cette technologie. Donc sur ce point positif, néanmoins, je pense qu'on ne peut pas ignorer effectivement ce que ça change. Quand on remet en question la nature du travail, son existence même, ça crée forcément une angoisse, et une angoisse qui va impacter tout particulièrement les plus jeunes et ceux qui rentrent sur le marché du travail. Là-dessus, je ne sais pas si j'ai une solution parfaite. Je pense que c'est un projet de société, un combat commun. Et nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de garder la compétence technique, et c'est notre métier en tant que chercheur et chercheuse en IA, c'est de garder la compétence technique en France, en Europe, parce que c'est la seule manière, d'une part, de garder un contrôle sur un certain nombre de points qu'on a mentionnés, les données d'entraînement, les biais, où est-ce qu'on place le curseur. Si on comprend la technologie, on peut comprendre déjà combien de carbone, de CO2 va être émis à chaque requête. Si tout vient d'une entreprise aux États-Unis dont on n'a aucune connaissance du fonctionnement intérieur, ça devient beaucoup plus compliqué. Donc moi, ce qu'on espère, c'est en formant toute une nouvelle génération à l'intelligence artificielle. Donc on va travailler avec plein d'universités, de labos en France pour offrir des programmes de thèse et continuer de former sur la recherche derrière. C'est que ça va ouvrir un champ des possibles et ça va venir nourrir un écosystème. Et plus cet écosystème, il va être décentralisé d'une certaine manière, moins on va avoir une concentration de la connaissance, de la puissance à un seul endroit, plus on peut espérer que les applications qui vont en ressortir vont être bénéfiques. Merci Alexandre. Alors on va passer du coup à la séance de questions-réponses avec nos témoins que vous venez juste d'entendre, mais je vais aussi donc là je vois vous pouvez poser vos questions à Benoît Queré qui est juste ici, donc membre du Cercle des économistes. Je suis Pascal Imbert, donc cabinet Wavestone, cabinet de conseil, et juste à côté Clara Chapaz, ambassadrice de l'IA et du numérique. Donc alors je sais pas si c'est moi qui distribue la parole, on m'a pas prévenu, mais en tout cas n'hésitez pas si vous voulez déjà réagir à ce qui a été dit, ou si vous avez donc des questions. Alors je vais juste vous demander de les faire assez courtes pour qu'on puisse avoir un maximum de questions et donc de réponses. Bonjour, merci pour toutes ces informations intéressantes. Moi, je rebondis sur les CV faits avec l'IA. Mais de l'autre côté, il me semble qu'aujourd'hui, les RH utilisent aussi beaucoup l'IA devant les masses de CV qu'ils reçoivent. Mon propos n'a pas été de ne pas utiliser l'IA comme un accélérateur d'analyse, mais c'était l'idée de rajouter sa touche personnelle, sa créativité et son esprit critique. Et effectivement, et vous avez raison, ça a été en 2024, c'est l'Autriche qui a
très très vite utiliser leur pôle emploi local pour faire un tri de CV. Non, c'était pas un tri, c'était une démarche d'orientation des jeunes scolairement. Et ils envoyaient les garçons vers les métiers technologiques et numériques et les filles vers la psychologie. Et donc il y a eu un vrai biais à nouveau qui se marquait. Donc quand on utilise ça au niveau des DRH pour accélérer, aller plus vite, il faut quand même à côté être conscient qu'il faut traiter ce sujet de biais et ne pas en rester là, en fait. Hein. Et c'est très important ce que vous dites. Hein. Et ça fait partie des travaux qu'on conduit dans les entreprises s'engagent, parce que si on fait que de l'IA, on va complètement amplifier peut-être même les biais. Le miroir déformant. Hein. Merci. Juste réagir sur la question des recrutements. Moi, je dirige un cabinet de conseil. Et donc, le recrutement, ça fait partie du nerf de la guerre. C'est effectivement effrayant parce qu'on a des CV qui sont préparés par l'IA, qui sont ensuite analysés par de l'IA. Donc, ça tourne en boucle, ça devient dingue. Par contre, ce qui est vachement rassurant, c'est que ce qui va permettre de faire la différence ensuite, c'est qu'on arrive à supprimer la donnée, la barrière IA, et à retrouver de l'humain et du qualitatif. C'est exactement la même chose dans les services clients. Demain, je suis persuadé que l'expérience client, elle va se jouer sur le fait qu'on a remis beaucoup d'humains dans l'expérience client et que finalement l'IA est repassée en back-office et qu'on n'a plus cette IA qui est directement en front, qui dégrade énormément l'expérience client. L'IA va repasser en back-office et on va réenchanter l'expérience client grâce à quelque chose qui est beaucoup plus humain. Et c'est ça qui va permettre de faire la différence. L'exemple de la Maïf est absolument fascinant sur qu'est-ce que c'est qu'un très bon service client qui rapporte de la valeur et qui crée de la croissance et de la valeur. C'est un service client dans lequel il y a des tonnes d'humains et bien sûr pas mal d'IT, de data en back-office, mais ensuite l'humain va vraiment permettre de faire la différence. Ça sera la même chose dans le recrutement. Merci. J'ai une petite question. Ce serait de savoir comment justement limiter les biais dans l'utilisation de l'IA, dans la création des algorithmes qui font vivre l'IA. Ouais, alors c'est une question très intéressante. Donc les biais, effectivement, la plupart des modèles existants, ils vont être entraînés sur des corpus gigantesques collectés sur Internet. Et donc vont avoir effectivement cette tendance à reproduire une pensée moyenne qui n'est malheureusement pas la pensée la plus avancée à une certaine époque. Il y a différentes choses qui sont faites là-dessus et qui sont faites de manière très inégale selon les acteurs. Hein. Le pire, ça va être Elon Musk, clairement, qui n'en a rien à faire. Il y a un certain nombre d'autres acteurs qui vont quand même essayer d'aller corriger ça, soit en préfiltrant les données, avec une limite qui est que plus on réduit la quantité de données, plus ça devient compliqué d'entraîner l'IA. Donc en fait, on ne peut pas se restreindre à un tout petit corpus qui aurait été sélectionné de manière avec beaucoup de précautions. Et ensuite, il y a une autre étape qui est l'étape qu'on appelle d'alignement des modèles, donc qui arrive après ce pré-entraînement, où en fait on va poser tout un tas de questions au modèle, on va voir comment est-ce qu'il réagit, qu'est-ce qu'il dit, et effectivement il y a plein de sujets qui sont extrêmement importants, et en réalité plus les entreprises technologiques qui développent ces modèles vont avoir dans leurs employés une représentativité de la diversité, plus il y a de chances pour que une réponse biaisée qui impacterait quelqu'un soit capturée, soit détectée à ce moment-là. Il y a des... Et ce point de vue-là, en fait, une fois qu'on a identifié un problème, c'est possible effectivement de poser plein de questions autour de ça à l'IA et d'aller corriger les moments où il a répondu la mauvaise chose. Encore faut-il avoir la volonté de le faire et avoir la connaissance au sein de l'entreprise des différents biais qui peuvent se manifester. Clara veut réagir. Oui, merci. Du coup, je voudrais réagir parce que là, on a une réponse technique parfaite. Mais derrière cette réponse technique, il y a un fondateur d'entreprise qui est un fondateur européen. Et je pense que dans toute la question que vous avez débattue tout à l'heure, il manquait peut-être une dimension. J'ai bien aimé ce que vous avez dit, que c'était ni un ennemi ni un ami, c'était un allié, mais que pour ça, il faut une confiance vigilante. J'ai beaucoup aimé le mot de vigilante. Et en fait, la meilleure façon de faire cette conscience vigilante collective, c'est avant toute chose d'avoir nos propres outils.
Et je crois que ça, on en paye beaucoup les frais sur toute la première révolution numérique où on a été beaucoup en posture de voilà ce qu'on veut faire, voilà notre cadre, voilà nos règles. Et on se retrouve à essayer de réguler, et on le fait d'ailleurs très bien. Et je pense que ça, il va avoir toute confiance en nous des acteurs conçus ailleurs. Je pense particulièrement aux réseaux sociaux. TikTok, Instagram, WhatsApp, Facebook, Meta, j'en passe. Toutes ces boîtes ont une chose en commun, aucune n'est européenne. Mais donc, avec l'intelligence artificielle, nous avons devant nous une opportunité extraordinaire. Mais pour la prendre dans son ensemble, cette opportunité, pour s'assurer que l'IA reste un allié et pour s'assurer qu'on est en capacité de créer cette confiance vigilante, je crois que ça doit nous faire tous penser que la meilleure façon de faire, c'est de construire nos propres outils, d'avoir beaucoup plus d'Alexandre, de leur donner plus de moyens. Ça, c'est une vraie question. Et puis, plus de moyens dit aussi plus d'usage. Et on est passé d'un monde où le numérique était un peu vu comme un sujet de tuyauterie et il fallait digitaliser et on fait, avec peu importe l'outil, déjà faire c'est bien, à un monde dans lequel, quand la décision d'un seul peut couper l'accès aux meilleurs modèles du jour au lendemain, et que ces modèles peut-être sont derrière nos hôpitaux, derrière nos professeurs pour mieux éduquer les élèves, derrière les systèmes de recrutement et tous les biais qui vont avec, derrière la recherche, la science. Je pense qu'on prend pleinement conscience de la vulnérabilité qu'est la nôtre quand on s'appuie uniquement sur des IA construites ailleurs. Et donc que la meilleure façon de porter nos valeurs, puisque cette technologie, en effet, n'est pas neutre, elle s'entraîne non seulement sur des données qui, elles, sont biaisées, puisqu'elles sont des données d'entraînement qui reflètent une version du monde ou une autre, mais qui aussi peut être corrigée, encore une fois, avec des décisions qui ne sont pas neutres. La meilleure façon de faire, c'est d'avoir nos propres outils et de soutenir les entreprises ici. Merci. Benoît veut réagir. Oui, je voudrais rajouter un commentaire sur cette question du contrôle, finalement, des contenus produits par l'IA. On est parti des biais dans les CV, mais on voit qu'on arrive tout de suite sur une question très générale, très sociétale et finalement très, très politique. Et d'une part, il faut quand même être conscient du fait qu'on est en train de dire qu'il faut exercer un contrôle et il faut même modifier ce qui va sortir de ces modèles qui sont, effectivement, si on ne les contrôle pas du tout, des modèles statistiques. Et là, on est en train de remettre un contrôle du contenu. Et il ne faut pas être naïf, c'est potentiellement très positif si ça permet à ces contenus de refléter des valeurs de diversité, des valeurs de soutenabilité, des valeurs d'opportunité qui sont des valeurs qui font partie de notre consensus politique, de notre consensus social, et à ce moment-là, c'est légitime. Il faut voir que les mêmes instruments peuvent être utilisés par des gens qui vont manipuler complètement les contenus et qui ne se priveront pas de le faire. Et donc, c'est une question politique parce qu'il faut un cadre pour créer un consensus politique sur ce que c'est qu'un contenu non biaisé sortant de l'IA. Et la réponse, dès aujourd'hui, n'est pas la même en Europe et aux États-Unis. Et elle n'est pas la même en Chine. Et pour des raisons légitimes. Après tout, ils ont le droit d'avoir leur propre réponse. Donc, c'est une question politique. Et deuxième chose, c'est aussi une question économique. Donc là, je parle de mon expérience puisque je suis président de l'autorité de la concurrence. Donc mon travail, c'est d'assurer l'équité économique et de faire en sorte que ces nouvelles technologies créent un espace économique qui est ouvert. On voit bien que là, il y a un potentiel de manipulation économique. Donc supposons que vous allez sur vous posez des questions à un chatbot sur vous voulez acheter des billets d'avion. Vous allez demander au chatbot, voilà, quel est le billet le moins cher pour aller à Bastia le week-end prochain. Alors, beaucoup d'entre vous, d'ailleurs, diront vous n'avez qu'à pas y aller en avion. Bon, ça, c'est un autre débat. Mais supposons que vous voulez quand même y aller en avion. Et que se passe-t-il si le chatbot ne va vous donner que les billets proposés par le moteur de recherche d'avion qui est dans le même groupe? Donc ça, moi, dans mon jargon juridique, j'appelle ça de l'autopréférence. Et c'est potentiellement illégal. Et c'est potentiellement sanctionnable. Mais encore faut-il s'en apercevoir. Donc il y a toute une série de possibilités de manipulation économique qui vont conduire les acteurs qui maîtrisent ces modèles et ces chatbots à finalement essayer de capter la valeur et de conserver toute la valeur qui est produite. Donc enjeu politique, enjeu économique, mais pour ça, il faut un cadre de régulation. Et pour un cadre de régulation, il faut d'abord un consensus sur le type de régulation qu'on veut. Alors, il y a une question là, et après, j'ai le monsieur ici. Oui, bonjour. Cette question s'adresse à Monsieur Klein.
Vous aviez dit lors d'un podcast que j'avais entendu, donc je crois que c'est Thinkerview, que le mot intelligence dans intelligence artificielle pour vous, c'était le terme anglais de intelligence, à savoir le I dans CIA, donc plutôt savoir information, voire avec des grandes guillemets espionnage, et non comme l'intelligence que ce que nous on entend en France. Je voulais savoir si votre avis avait changé sur la question maintenant que l'intelligence artificielle est partout. Merci. Oui, en effet, j'ai dit ça quand j'étais jeune. Non, mais l'expression intelligence artificielle a été inventée par un chercheur qui s'appelle John McCarthy en 1956 dans un congrès très célèbre en Angleterre. Et à l'époque, dans le sens anglais, c'est évidemment la gestion des données, le traitement de l'information. Ce que l'IA fait très bien, et elle mime tellement bien l'intelligence humaine qu'on croit qu'elle est dotée de cette intelligence humaine. Il y a quand même dans l'intelligence au sens complet du terme des choses qu'on est capable de faire que l'IA ne fait pas encore. Je ne parle pas du futur, mais par exemple, l'IA n'est pas capable de créer des concepts. Elle n'est pas capable de faire des expériences de pensée, comme ont fait des physiciens célèbres comme Galilée ou Einstein. Elle n'est pas capable par elle-même, par ses propres moyens, de distinguer le vrai du faux. Et donc il y a en effet une différence, mais elle imite tellement bien et parfois dépasse l'intelligence humaine qu'on, par une sorte d'effet de projection, l'effet ELISA dont certains d'entre vous ont parlé, on lui attribue les propriétés qu'a l'intelligence au sens complet du terme. Vous-même, vous avez parlé d'intelligence attentionnée ou intentionnée, comme si elle avait une intention. Alors elle n'en a pas du tout, mais on ne peut pas s'empêcher, quand elle nous parle de façon bienveillante, comme si elle nous connaissait parfaitement, mieux que nos amis, de penser qu'elle a une sensibilité, une affectivité qu'on lui attribue et qu'elle n'a pas. C'est vrai que c'était intentionnel d'utiliser le mot intentionnel, justement parce que je pense qu'on a, et notamment au niveau de la jeunesse, une très forte tendance à l'humanisation de l'intelligence artificielle, et justement par rapport à ce que vous disiez. Mais, il y a un livre de Serge Tisseron qui vient de paraître qui s'appelle Machine maternelle, dans lequel il explique que beaucoup d'adolescents préfèrent discuter avec leur doudou numérique plutôt qu'avec leurs camarades et avec les humains en général, avec lesquels ils ont des relations qui peuvent être plus conflictuelles, plus dures que les relations toujours bienveillantes de leur petit doudou téléphonique. Ah oui, Clara veut réagir. Non, je veux réagir là-dessus parce que la question du numérique et du développement des enfants, c'est une question que porte la France beaucoup, en France et aussi à l'international. Et juste mentionner en point de précision qu'il y a eu un travail qui a été lancé par le président de la République sur la suite de la commission écran qui avait rendu un certain nombre de conclusions, mais un peu avant que l'IA se retrouve dans les poches de tous les enfants, donc qui était plutôt centré sur réseaux sociaux, écran en général. Donc on a Raphaël Gaillard, Amine Benyamina et Serena Vinata qui sont en train de travailler sur cette question de, en fait, quel est le risque ? Est-ce qu'en effet, ce biais sycophantique, flagornerie qu'ont les IA, qu'est-ce que ça crée chez l'adolescent qui, on a tous été ados, aime bien s'engueuler un peu avec ses parents, et on a besoin, ses parents, ses copains, et on a besoin en fait pour se construire. Donc qu'est-ce qu'on fait de ça ? Qu'est-ce qu'on fait en effet de toute la partie addiction, doudou numérique ? Qu'est-ce qu'on fait ? Donc ce travail est en cours, et aussi au niveau de la présidence française du G7, on a réuni au sommet d'Évian il y a maintenant une dizaine de jours de cela, les chefs d'État et les dirigeants des grandes entreprises de la tech. Et pour la toute première fois, a été prise sous l'impulsion du président de la République un texte. Alors, ça fait très diplomatique comme langage ce que je vous raconte, mais je vous explique pourquoi c'est important ensuite. Mais un texte, une déclaration des chefs d'État du G7, mais aussi de l'Inde, de la Corée, du Brésil, de l'Égypte, parce qu'on se rend bien compte que ces enjeux ne sont pas simplement des enjeux G7, mais qui dit qu'il est de la responsabilité des plateformes, des laboratoires d'IA, de garantir un espace sûr pour les enfants, de garantir l'accès à la recherche pour qu'on comprenne mieux, puisque ça va très vite, donc on n'a pas toujours toutes les réponses, c'est assez inconfortable, mais en l'absence de ces réponses, de prendre des décisions fermes pour les protéger. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'une déclaration diplomatique ? En fait, c'est des États qui se mettent d'accord sur un certain nombre de principes. Et dans un monde où c'est pas facile, il y a beaucoup de conflits, il y a beaucoup de tensions géopolitiques, je pense que le fait que sur ce sujet, on arrive à avancer ensemble, c'est fondamental. Et je remercie tous les services diplomatiques qui ont travaillé sur cette question, qui sont peut-être pour certains d'entre eux ici. Merci. Autre question ? J'avais le monsieur là.
Oui, bonjour, ce serait pour Monsieur Benoît Quéret concernant le mode d'opération d'un opérateur donc comme votre autorité de la concurrence. Alors, je ne veux pas du tout vous mettre en difficulté, ou, enfin, voilà. Je ne sais pas d'ailleurs si le cadre légal et réglementaire vous le permet, mais est-ce que vous pouvez vous-même utiliser une IA pour, dans le cas que vous avez évoqué, par exemple, chercher à avoir le prix de tel truc à tel endroit et vous apercevoir du défaut qu'il faudrait à ce moment-là que vous corrigiez, en sachant qu'il faut peut-être vous anonymiser pour que vous n'ayez pas vous seul les bonnes réponses et tous les autres clients les mauvaises. Non, c'est une très bonne question et on va éviter d'arriver dans le domaine de la justice à la situation qu'on a sur les CV, c'est-à-dire des IA qui condamneraient d'autres IA. Donc c'est une réflexion qui traverse tout le monde de la justice. D'ailleurs, moi je suis dans la justice administrative, mais la justice pénale, la justice civile se pose les mêmes questions. Comment est-ce qu'on utilise l'IA comme toute profession ? Je pense qu'il faut des garde-fous très solides, mais qu'il faut quand même le faire, parce que ça va nous permettre des gains de temps, de productivité, et donc des économies pour le contribuable. Donc nous, par exemple, à l'autorité de la concurrence, on a un programme, on a entraîné notre propre modèle. Donc on a pris un modèle Mistral open source, ensuite on a fait du RAG sur l'univers textuel qui nous intéresse, qui est le droit de la concurrence, et on le met à disposition de tous nos agents pour les aider dans leur vie quotidienne, avec une condition très stricte qui est que quand le modèle est utilisé dans le cloud, on ne peut l'utiliser qu'avec des données publiques. C'est-à-dire que pour nous, il n'est pas question d'envoyer les données des dossiers sur lesquels on travaille dans le cloud. On ne le fait pas. On fait tout sur site. Et donc on a finalement deux types de modèles différents. Un qui peut travailler sur des données publiques et un qui travaille sur des données privées et confidentielles. Mais dans ce cas-là, ça reste chez nous. Mais sous ces conditions-là, bien sûr, quand on utilise l'intelligence artificielle, on a un service de l'économie numérique qui teste tous ces outils et qui va aussi permettre d'aider les enquêtes. Et donc, par exemple, quand on enquête sur les conséquences de tel ou tel algorithme dans la vente en ligne, mettons, alors là, je ne donne pas de détails, et quand on regarde si ces algorithmes créent des biais ou vont créer ce que j'appelais tout à l'heure de l'autopréférence, par exemple, il faut qu'on puisse comprendre comment les algorithmes fonctionnent. Donc, on a des data scientists qui peuvent regarder ça et qui vont étudier tout ça. Simplement, avec des contraintes de confidentialité qui sont très, très strictes. Et puis évidemment, à la fin, la décision, elle est humaine. Donc, dans tout le monde de la justice, il y a des outils d'intelligence artificielle qui permettent d'accélérer la prise de décision, par exemple de retrouver la jurisprudence dans un domaine particulier. Et la décision, évidemment, il faut qu'elle soit prise chez moi par mon collège, dans le monde de la justice par des juges, et il n'est pas question qu'elle soit automatisée. Mais tout ça est en train de se développer très vite. Bonjour, je suis Boris, récemment diplômé de Centrale et Supélec et je suis membre de la promotion en jeunesse du Cercle des économistes. J'ai deux questions. La première question, c'est pour vous, Madame Chiappaz. Je sais que vous êtes très active sur ces sujets-là. Vous avez fait plusieurs déplacements, vous avez une mission très intense. Ma première question, c'est sur la souveraineté. Aujourd'hui, on parle beaucoup, il y a beaucoup de concepts, il faut qu'on soit souverain, etc. Mais c'est très lié au financement. C'est très clair qu'aujourd'hui, quand on prend par exemple Mistral, c'est financé par des capitaux étrangers. Et donc on sait que celui qui paye, c'est lui qui décide de la trajectoire de l'entreprise, en partie. Et ma deuxième question, c'est pour Monsieur Humbert. Je me suis renseigné auprès de mes camarades qui sont déjà en activité, et les cas d'usage qui sont très répandus, très communs, c'est reformuler des mails, c'est poser une question rapidement, parfois avec des modèles dont on n'a même pas besoin d'utiliser ce niveau de puissance. Et ma question, du coup, c'est de savoir, quand vous discutez avec ces patrons d'entreprise, est-ce que vous avez le sentiment qu'ils comprennent l'intelligence artificielle ? Merci beaucoup pour cette question. Oui, la question du financement, elle est fondamentale. On est, et peut-être les personnes qui construisent l'IA pourront témoigner de ça bien mieux que moi, mais on est face à une technologie qui est très gourmande en énergie et en capacité de calcul, parce qu'il y a beaucoup de données qui entraînent ces modèles-là, et ça a un coût. Il
les puces de calcul ont aussi un coût faramineux. Et donc, pour entraîner des modèles, il faut des fonds. C'est assez certain. Alors, on peut être plus ou moins efficace. D'ailleurs, ça peut être un avantage compétitif de l'Europe, finalement, face à moins de capacité de calcul, comment on fait des modèles plus efficaces et donc finalement moins chers pour les clients. Ça peut nous permettre de nous développer. Mais bon, la question des financements, elle est fondamentale. Et quand Mistral lève 10 milliards avec ASML, dans les pays américains, les grands labos lèvent plusieurs dizaines d'un seul coup. Donc on voit bien que l'effet de scale est énorme. Et qu'est-ce que ça nous dit ? Ça nous dit, oui, passer un certain montant, il est difficile pour nos entreprises de trouver du financement européen. Parce qu'on n'a pas la masse critique d'investisseurs dans l'innovation en Europe. Et là où c'est le plus chagrinant, c'est que souvent on se dit « Ah, l'Europe n'a pas d'argent ». C'est pas vrai. On a plus d'épargne ici, en Europe, sur ce continent, qu'il y a d'épargne aux États-Unis. Je pense que ça, il faut vraiment en prendre conscience. Là, on est plus nombreux, ce qui est aussi un instrument de puissance. Mais notre épargne, pour plein de raisons, plein de décisions, notamment suite à la dernière crise qui, je le rappelle, n'avait pas été créée chez nous, mais bon, nous, on s'est mis des règles plus strictes que les autres, n'est pas dirigée vers l'innovation. Elle finance très peu, en fait, l'économie réelle et encore moins le risque, la prise de risque, l'innovation. Et donc, ça crée la situation dans laquelle on est, qui est honnêtement un peu absurde, puisque ces entreprises, quand elles doivent lever des très grosses sommes, elles se tournent vers des financeurs asiatiques ou nord-américains qui eux-mêmes ont de l'argent de fonds de pension et donc en fait leur succès vient enrichir les retraités canadiens et américains. On connaît notre difficulté à financer nos propres retraites, ça paraît pas tout à fait logique. Donc là-dessus, qu'est-ce qu'on fait ? Le ministre Lescure porte beaucoup ce projet d'union de marché des capitaux. C'est un mot très technique pour dire en fait si on met tous ensemble, et là on essaye de le faire déjà à l'échelle de 6 pays, parce que peut-être que 27 c'est trop difficile. Si on met tous ensemble notre argent, nos autorités de marché, qu'on change les règles, alors on peut libérer notre argent et on n'en sera que mieux puisqu'on aura plus de retour sur investissement. Et puis je finirai par là pour ne pas être trop longue. Je pense que tous les entrepreneurs dans cette salle, et je crois que vous êtes quand même assez nombreux, le diront aussi, et moi ça me rappelle ma vie passée lorsque j'étais entrepreneuse. 1 euro de financement c'est bien, 1 euro d'un client c'est quand même vachement mieux, quoi, parce que ça permet de développer ces outils au service d'un client. Et c'est beaucoup plus pérenne. Et là aussi, on a été peut-être un peu... je ne sais pas si c'est de la naïveté ou qu'on a cru dans cette histoire de mondialisation du commerce, qui allait créer beaucoup de richesses, et ça en a créé. Mais force est de constater que sur le sujet du numérique, il y a un certain nombre de puissances, je pense aux États-Unis et à la Chine, qui eux ont fait de façon très assumée des choix de se tourner vers leurs propres entreprises, qui aujourd'hui du coup sont dans ces situations où parce que l'État, parce que les entreprises ont donné des contrats, ils ont pu grandir beaucoup plus vite que nous, où on respecte l'ordre mondial du commerce en très bons élèves, et on se dit bah, les règles c'est les règles, on ouvre tous les marchés à la compétition, et puis ça ne fait que renforcer la position dominante de certains acteurs américains qui, parce qu'ils sont très très gros, peuvent baisser très fort les prix et viennent capter les marchés. Donc il y a aussi cette question de la préférence européenne, qui est un sujet sur lequel on travaille beaucoup. La France et l'Allemagne avancent très fort conjointement maintenant sur cette question-là pour assumer de dire nous sommes européens, nous allons d'abord aller nous tourner vers les solutions des Européens, et c'est bien normal puisqu'il s'agit d'un enjeu de souveraineté et puisque c'est la meilleure façon de pouvoir soutenir nos entreprises et donc de créer ces géants dont on a fortement besoin ici aussi. Et sur la deuxième partie. Et ensuite, je pourrais passer le micro à Benoît Cœuré qui pourra répondre, mais c'est une vraie question. C'est la réglementation et finalement les actions des institutions françaises et européennes. Quel est leur logiciel ? Et est-ce que la politique industrielle européenne est suffisamment présente dans les décisions qui sont prises ? Parce qu'on a besoin de faire émerger des champions européens. Et alors, j'applaudis parce que j'entends très peu souvent ce sujet-là, et en particulier dans les discours publics sur le sujet du développement d'une industrie du numérique européen. Le fait de continuer à construire le marché unique, le fait de faire qu'il y ait vraiment un marché domestique accessible facilement, soit de très grande taille, c'est absolument clé. L'industrie de la tech américaine ne s'est pas construite uniquement avec des capitaux publics, elle s'est construite aussi parce qu'il y avait un incroyable marché domestique qui permettait à très peu de frais, avec très peu de barrières à l'entrée, de tout de suite scaler
les solutions. Et donc ça, c'est sans doute un sujet qui va prendre du temps, mais sur lequel il faut qu'on se mette en mouvement tout de suite. Ensuite, ce n'était pas du tout la question qui m'était posée. Et donc, avant de répondre à la question qui m'était posée sur est-ce que les patrons des entreprises savent comment ça marche, j'ai besoin de savoir si cette session est enregistrée. Elle est enregistrée. Ils comprennent vraiment très très bien. Non, plus sérieusement, ils comprennent bien. Et je dirais que ce que je constate, c'est qu'on entre vraiment dans des transformations qui vont au-delà justement du chat GPT, de la productivité individuelle, quand les C-level, c'est-à-dire vraiment le top management des grandes entreprises, s'emparent du sujet. Parce qu'ils ont une vision qui est une vision beaucoup plus business, beaucoup plus création de valeur. Et donc, ils évitent que finalement on perde beaucoup de temps dans les petits use cases qu'on a du mal à faire passer à l'échelle, dans des questions technologiques qui sont finalement relativement secondaires par rapport au fait qu'il faut avant tout cibler des transformations qui apportent de la valeur de l'entreprise et qu'il faut, à côté de ça, traiter les risques qui sont des risques vitaux pour les entreprises. Et donc, finalement, les C-level s'emparent, en particulier dans les grandes entreprises, rapidement du sujet. Partout en Europe, ça a été un peu plus rapide aux États-Unis, mais partout en Europe, je pense qu'il y a une très bonne compréhension du fait que c'est un game changer, du fait que ça va entraîner des transformations, dans un premier temps de modèle opérationnel si on veut vraiment créer de la valeur, mais sans doute ensuite de business model, c'est-à-dire de produits et services vendus par l'entreprise. Et je trouve que c'est assez rassurant par rapport à ce qui s'était passé au moment de la transformation digitale. On voit vraiment qu'on a changé de génération de dirigeants et que les dirigeants comprennent parfaitement les enjeux qui sont attachés. Merci. Alors, on est déjà à la fin de la séance questions-réponses. Et là, je vais laisser à Étienne Klein la lourde tâche de nous faire une conclusion en 2 minutes. Bonne chance. C'est absurde de conclure alors qu'on ne fait que commencer le débat, mais à propos de ce qu'on a dit, c'est-à-dire que la grande question, c'est celle de la confiance. Confiance vigilante, avez-vous dit. La confiance, elle suppose quand même qu'on comprenne comment ça marche et que les avis que donne l'IA, par exemple, quand on lui pose une question, soient argumentés par elle. Si ce n'est pas argumenté, notre esprit critique n'a plus de matière à laquelle il puisse s'appliquer. Et là, on tombe sur un problème qui est quand même assez grave, qui est que, et je le dis de façon caricaturale parce que je n'ai pas le temps de parler, la technologie, finalement, nous éloigne de la science. C'est-à-dire que, pardon, les philosophes des Lumières, ils pensaient que si on enseigne au peuple, comme ils l'appelaient, comment marchent les objets techniques de l'époque, les outils agricoles, comment on peut fabriquer un télescope, etc., le peuple connaîtra les principes scientifiques qui ont rendu ces objets techniques possibles. Et donc, ils pensaient que la technique était vectrice de pédagogie scientifique. Ben, ce pari-là, il a été perdu, puisqu'aujourd'hui, plus un objet est complexe et plus il est convivial. Et on n'est pas du tout gêné quand on utilise notre téléphone portable par le fait qu'on ne sait absolument pas expliquer comment ça marche. Et donc la crainte, c'est quand même que nos ingénieurs soient victimes de ce que Günther Anders appelait la honte prométhéenne, c'est-à-dire que la technologie leur apparaît tellement complexe qu'ils sentent que s'ils allaient dans ce champ-là, ils deviendraient des sortes d'imposteurs. C'est des choses qu'on voit dans les grandes écoles comme Centrale Supélec, où 400 étudiants sur les 1000 diplômés vont directement dans la finance, alors qu'on a besoin d'ingénieurs qui fassent un métier d'ingénieur. Ensuite, on a parlé de... Vous m'arrêtez, hein. On a parlé de sobriété, qui est un mot qu'on utilise comme s'il était synonyme de frugalité. Dans les textes européens, on parle de sobriété ou bien de frugalité. C'est quand même pas la même chose. La sobriété, elle agit au niveau du consommateur. C'est le consommateur qui est sobre. Il y a beaucoup à manger, beaucoup à boire, mais en tant que consommateur, vous vous auto-limitez parce que vous êtes sobre. La frugalité, elle est au niveau de la production. Un repas est frugal, ça veut dire qu'il y a à manger pour tout le monde, mais il n'y a pas possibilité de commettre des excès. Et donc quand on parle de sobriété ou de frugalité, que veut-on dire? Est-ce qu'on veut dire que le consommateur va de lui-même se limiter, ce qui n'est pas du tout la tendance qu'on observe, ou bien est-ce qu'en amont, on va obliger le consommateur à limiter sa production? Autrement dit, c'est le producteur qui va imposer la frugalité, qui équivaut comme résultat final à la sobriété, sans avoir appuyé sur les mêmes leviers. Eh bien, merci beaucoup d'avoir joué le jeu, Étienne. Merci.
Et on va terminer avec une séquence très spéciale. On va parler d'un cas concret de l'IA. Et donc, je vais accueillir sur scène de nouveau Alexandre Desfossés et un entrepreneur qui ne s'arrête jamais, qui n'est jamais fatigué. Je ne sais pas comment il fait. Olivier Goy. Alors pendant qu'on installe ce qu'il faut pour la démo, je vais commencer à présenter un petit peu le projet, le laboratoire, comment est-ce qu'on en est arrivé là. Et donc c'est une très grande chance pour nous. On est très heureux de présenter cette application définitivement du côté ami de l'IA avec Olivier Goy. Et donc c'est quelque chose qu'on a pu réaliser complètement à Paris grâce à notre prof de technologie. Et c'est vraiment la preuve d'un certain côté que plus on est en maîtrise de ces outils, plus on peut les faire aller dans la direction qui nous tient à cœur. Donc QTI, nous, on est un laboratoire de recherche ouverte en intelligence artificielle. Donc on est un laboratoire à but non lucratif, privé. On est financé par des donations, donc en particulier une donation initiale de 300 millions d'euros de Xavier Niel, Rodolphe Saadé et Eric Schmitt qui ont permis cela. Et notre mission, c'est de travailler sur un certain nombre de sujets. Donc aujourd'hui, on va être 22 chercheurs, chercheuses, ingénieurs, postdoctorants, étudiants en thèse. À explorer un certain nombre de thématiques. Ces thématiques, à l'heure actuelle, elles se divisent en 3 parties. Donc, il y a la partie de l'IA vocale, la parole, la modélisation de la parole, la compréhension de la parole. Et c'est celle qui nous intéresse le plus ici. On a la partie vision, donc la compréhension, par exemple, d'un flux vidéo, d'images, avec la possibilité de poser des questions. Donc ça, on peut imaginer tout un tas d'applications aussi pour des personnes qui vont être malvoyantes, pour de l'assistance à des personnes âgées, les aider dans leur environnement. Et le dernier point, c'est l'IA physique et les modèles du monde. C'est le dernier sujet sur lequel on espère bien faire une différence. Et donc là, c'est tout ce qui est autour de la robotique, de la conduite autonome. Et c'est un sujet qui est bien sûr assez porteur de beaucoup d'opportunités économiques et d'applications. Sur la partie de la parole, en fait, excellent. On peut monter juste l'équipe, voilà, au complet presque, qui a été derrière tous ces travaux. Ouais. Ok, donc sur la parole, peut-être. Ouais, accélère encore un peu. Je vais le placer. Donc ça, j'ai déjà dit. Donc en fait, on a commencé à travailler sur la parole avec Moshi. Donc en fait, ce qu'on s'est dit, ok, on débute. On se dit, on veut battre les Américains. On va être obligé de choisir un sujet en particulier, on ne peut pas choisir tous les sujets. Et nous, on savait qu'on avait une expertise particulièrement sur la modélisation de la voix. Il y avait quelque chose qui n'avait encore jamais été fait, c'était de faire un modèle complètement naturel et qui traite la voix de manière dès sa conception. En fait, la plupart des modèles, quand on leur parle, c'est un peu comme Siri. On va parler, le modèle va attendre quelques secondes, s'assurer qu'on ait fini de parler, puis ensuite ça va retranscrire, ça va peut-être faire des erreurs dans la transcription, puis on va donner ça à un autre modèle qui va générer quelque chose. Et ça peut être problématique pour une interaction rapide. Donc on a développé Moshi, qui a été un peu le fondement de cette technologie. C'était du coup le premier modèle à être capable de faire une communication, une interaction aussi rapidement qu'un être humain, moins de 200 millisecondes de latence, et également d'être capable de fonctionner directement sur un ordinateur. Ça, c'est important pour plein de raisons. C'est important pour la consommation énergétique, c'est important pour la confidentialité des données. Et cette architecture, c'était une première mondiale. On était dans une espèce de petite course avec OpenAI à l'époque qui faisait des annonces en même temps que nous. Alors on ne prétend pas d'avoir la même envergure et d'avoir résolu certains des problèmes qu'ils ont résolus, mais sur cet aspect de la conversation humaine, humain-machine naturelle, on a été plutôt précurseur. Tac, alors je vais vous montrer peut-être une toute petite démo de ce que ça donne. We're in hyperspace, and now we have 5 months. I want to learn to know you a bit better. Why did you decide to join Starfleet? I wanted to make a difference in the world. Okay.
How long have you been in Starfleet? I've been in Starfleet for about 6 years. Okay, that's a long time. I guess you've done a lot of other missions. Which one was the most exciting? The most exciting mission was when we discovered a new planet with intelligent life. Oh my god, that It was must... incredible. Okay. Ok, donc on peut voir là une interaction assez rapide et bien sûr il faut rajouter beaucoup de choses pour pouvoir l'utiliser, le function call, le reasoning, retrieval augmented generation, mais c'est une base très solide. Donc on a pu... Alors je vais couper ça parce que ça bug. Donc on s'est rendu compte qu'en fait on pouvait faire la même chose pour tout un tas d'applications. Donc là je vais les passer un peu rapidement pour arriver au cœur du sujet, mais on pouvait faire de la traduction, on pouvait faire de la synthèse vocale, on pouvait faire de la transcription à la base de la même architecture. Donc il y a eu un gros investissement au départ, énormément de possibilités, dont certaines comme une application pour la traduction qui a été faite par un de nos étudiants de master qui en quelques mois est passé des bancs de l'école à proposer quelque chose de vraiment innovant, quelque chose que typiquement Google n'a offert à ses utilisateurs en simultané, en direct, que 6 mois, 1 an après. Alors, je le mets quand même rapidement. Léo Marchand, on his way to the 4th Olympic medal. Donc là, la traduction est vraiment faite en direct. On a des modèles comme ça qui peuvent tourner sur téléphone également. C'est toujours un peu une constante dans ce qu'on fait. Un autre projet hyper intéressant, Pocket TTS. Et donc là, je vais laisser le modèle parler. En fait, c'était le premier modèle CPU, le premier modèle vraiment tout petit qui peut tourner sur n'importe quel dispositif. Il s'agit du premier modèle au monde à fonctionner en temps réel sur le processeur d'un ordinateur ou d'un téléphone avec la capacité de cloner une voix. Il se base sur une technologie nouvelle développée au sein de notre laboratoire, les modèles de langage continu pour l'audio. Il supporte 6 langues, le français, l'italien, l'anglais, l'allemand, l'espagnol et le portugais. Il a été massivement adopté avec plus de 30 000 téléchargements par mois. Les applications sont très riches, en particulier pour la lecture du contenu affiché à l'écran pour les personnes malvoyantes, tout en garantissant la confidentialité des données. J'ai essayé de m'en tenir à une seule démo live, donc j'ai enregistré ça il y a quelques heures, mais tout tournait en direct sur l'ordinateur. Enfin, il y a un dernier sujet, donc je disais c'est la vidéo. La vidéo, ça a pareil, énormément d'applications. C'est extrêmement excitant d'être capable de faire ça rapidement, de manière streaming, et ça peut encore rajouter sur ce que vous allez voir après, une dimension dans la compréhension de l'environnement des utilisateurs. Donc une démo très rapide qu'on avait réalisée à Vivatech. What event name is visible on the blue barriers? The blue barriers say Vivatech. Where is the Scaleway booth? The Scaleway booth is listed on the right side of the floor map, near the Spain area. What colors are featured on the character on the badge? The character on the badge is black with green accents. What colors are featured on the standing robot? Voilà. Et donc maintenant, on va arriver donc à Invincible Voice. Donc c'est un projet qui est né de la collaboration avec Olivier. Et qui a pour but d'aider les personnes avec la maladie de Charcot à communiquer avec leurs proches, avec leurs interlocuteurs. Gabriel. Bonjour, je m'appelle Gabriel, je suis ingénieur chez Qtile et donc j'ai développé avec Olivier Invincible Voice, dont le but est d'aider les personnes qui sont atteintes de la maladie de Charcot et d'autres maladies à communiquer. Je vais vous expliquer un petit peu rapidement comment ça fonctionne. En gros, ça utilise des outils de text-to-speech, de speech-to-text et des modèles de langage pour éviter toute la friction de la communication avec des personnes atteintes de la maladie de Charcot. Alors, comment ça fonctionne ? La version la plus simple, c'est que quelqu'un parle, l'ordinateur écoute ce qui est dit, le retranscrit, le donne à un modèle de langage, et le modèle de langage connaît très bien la personne qui a la maladie de Charcot, et ensuite permet de proposer plusieurs réponses. Le malade peut aussi guider les réponses, peut aussi fournir ses propres éléments. Donc si par exemple, je vais demander à Olivier qu'est-ce qu'il veut manger, par exemple, si le modèle de langage connaît suffisamment bien Olivier, il va proposer plusieurs réponses. Olivier peut aussi guider le modèle lui-même en tapant quelque chose au clavier. Et à ce moment-là, ça fait que Olivier peut utiliser sa voix qui a été clonée, sa voix d'avant la maladie, pour répondre et utiliser des phrases complètes pour expliquer voilà ce qu'il a envie de manger. Si c'est la question du moment. Donc voilà, ça c'est la version la plus simple. Et ouais.
L'interface ressemble un petit peu à ça. Vous le verrez par la suite quand on fera la démo. Mais l'idée, c'est qu'il y a une retranscription qui se passe, il y a des réponses qui sont proposées, mais il est aussi tout à fait possible pour le malade de donner des mots-clés pour guider le LLM, afin que le LLM soit pas juste le remplaçant de la personne qui est malade, pour que le LLM soit vraiment guidé par la personne qui est malade. Et donc du coup, un malade peut cliquer sur des suggestions, guider le LLM ou taper sa réponse complète si jamais vraiment le LLM ne fait pas ce qui est demandé. Et du coup, après, c'est lu à haute voix par un outil de text-to-speech. Et cet outil peut utiliser du voice cloning si on a des enregistrements des malades d'avant la maladie. Et ça, c'est très important, si vous êtes touché par ce genre de maladie, de vraiment conserver des extraits audio de vous. Voilà, dicter quelque chose à votre téléphone, enregistrer l'audio, parce que plus tard, ça peut vous permettre de récupérer votre voix quand vous l'aurez perdue. Voilà, alors comment ça fonctionne derrière pour les gens qui sont un petit peu tech? L'idée, c'est que à travers le téléphone ou l'ordinateur contacte un serveur qui lui va se charger de coordonner donc du coup un outil de text-to-speech et de speech-to-text. Nous, dans notre cas, c'est fourni généreusement par Gradium, qui est une entreprise qui a été fondée à partir de Qtile. C'est un peu une spin-off de Qtile. Et ils nous fournissent généreusement le text-to-speech et le speech-to-text. Et après, derrière, il y a un service de LLM qui peut être n'importe quel LLM sur le marché, qui, lui, va connaître des informations sur le malade et fournir des suggestions pour faciliter la discussion. Voilà. Donc, si jamais vous êtes intéressé par Qtile, n'hésitez pas à scanner le QR code et vous en saurez plus sur ce qu'on fait. Maintenant, je vais pouvoir donner la parole à Olivier. Alors, du coup, si j'ai bien compris, là, vu qu'on parle, vu que ça va être des réponses très complexes, Olivier les a pré-rédigées. Et on va avoir une petite séance de questions-réponses. Donc, Olivier, est-ce que tu peux te présenter et parler de tes combats? Je m'appelle Olivier Goua. Entrepreneur de métier, j'ai fondé et dirigé plusieurs sociétés avant qu'un diagnostic de SLA, la maladie de Charcot, une maladie neurologique incurable, ne vienne bouleverser ma vie. J'ai choisi d'en faire une énergie plutôt qu'un renoncement. Depuis, je consacre l'essentiel de mon temps, à titre bénévole, à la recherche et aux personnes touchées par cette maladie. Comme ambassadeur de l'Institut du cerveau, j'ai lancé et je porte plusieurs initiatives réunies sous la bannière Invincible. Invincible Voice, bien sûr, avec Qtile, pour celles et ceux qui perdent l'usage de la parole. Invincible Hope, une fresque monumentale prévue sur la façade de l'hôpital Mount Sinai à New York, qui finance une collaboration de recherche en intelligence artificielle et neurosciences entre Mount Sinai et l'Institut du cerveau. À cela s'ajoute le fonds Invincible et le consortium international Cure-ND for ALS, dédié à la recherche translationnelle et aux formes génétiques de la SLA. Ensemble, ces projets ont permis de réunir plus de 5 millions d'euros pour la recherche. Mon combat tient en une conviction simple: faire reculer la maladie et montrer qu'on peut rester invincible même quand le corps cède. Pas très pratique. Maintenant, Olivier, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu t'exprimes? La maladie a peu à peu altéré ma voix, mais elle ne m'a pas réduit au silence. Aujourd'hui, je m'exprime grâce à Invincible Voice, un outil de synthèse vocale que nous avons développé avec Qtile. Je tape ou compose mon texte et une voix de synthèse le prononce pour moi. Je prépare les réponses à l'avance, comme maintenant, ou je tente un mode discussion. On va vous faire une démo en live.
Et c'est vraiment ma voix d'avant, reconstituée à partir d'un extrait de 10 secondes. Seulement 10 secondes. Concrètement, lors d'un événement, mon dispositif est simple. Un petit haut-parleur portable et un micro sans fil placé devant lui. C'est une autre façon de parler, plus lente peut-être, mais qui me permet de continuer à transmettre, à échanger, à défendre mes combats. La voix change, le message reste. Alors Olivier, tu dis parfois que l'IA t'a sauvé la vie. Est-ce que tu peux expliquer ce que tu veux dire par cela? Quand je dis que l'IA a sauvé ma vie, je ne parle pas d'un remède. La SLA, à ce jour, ne se guérit pas. Je parle de deux choses très concrètes. La première, c'est ma voix. La maladie me l'a peu à peu prise. Mais à partir de quelques secondes d'un enregistrement de 2019, fait avant qu'elle n'atteigne ma gorge, une intelligence artificielle l'a reconstruite. Mon timbre, mes intonations, en temps réel. Ce que la médecine m'avait dit que je perdrais, je ne l'ai pas perdu. La seconde, c'est l'espoir, et il dépasse mon cas. Le cerveau est resté l'organe qu'on comprenait le moins. Trop de données, trop de signaux, trop enchevêtrés pour qu'un esprit humain les démêle. L'IA, elle, voit ces motifs. Ce qui prenait une génération de chercheurs prend désormais une saison. La recherche sur les maladies du cerveau ne fait pas qu'avancer, elle accélère. Et c'est cette même intelligence qui me sauve de la SLA, qui sauvera d'autres d'Alzheimer, de Parkinson, du silence après un AVC. Alors quand je dis que l'IA m'a sauvé, je veux dire ceci. Elle m'a rendu la parole et elle est en train de nous rendre du temps. Je n'ai pas arrêté de compter le temps qu'il me reste. J'ai commencé à compter le temps qu'on me redonne. Alors Olivier, je sais que tu reviens de San Francisco, il n'y a pas longtemps. Voilà. Est-ce que tu peux me raconter ce que tu faisais là-bas, me raconter un peu ton voyage? Mon but était simple, aller voir de mes propres yeux ce que l'intelligence artificielle est en train de rendre possible pour le cerveau. Pas dans les promesses, pas dans les présentations. Sur place, dans les ateliers où cela se construit vraiment. J'ai passé du temps dans un lieu qui ressemblait moins à un laboratoire qu'au garage d'un inventeur. On m'a montré comment on place un implant à l'intérieur d'un cerveau vivant. Des fils plus fins qu'un cheveu, assez fins pour traverser un ballon sans le faire éclater. Chacun doit se poser à un endroit précis, cartographié à l'IRM, sans toucher une seule veine. Et le cerveau ne reste jamais immobile. Il bouge d'environ 1 mm à chaque battement de cœur. Aucune main humaine n'est assez stable pour cela. Alors un robot le fait, guidé par le chirurgien, en moins d'1 dixième de seconde, entre 2 battements de cœur. Ce qui m'a le plus touché, ce n'est pas la machine. C'est que l'équipe ait parlé d'abord des patients et seulement ensuite de la prouesse. Le printemps dernier, le régulateur américain a donné à ses travaux un statut particulier, notamment pour rendre la parole aux malades de la SLA. Ma maladie. Ils construisent, dans le métal et le silicium, une route vers le même endroit que j'ai atteint moi par le logiciel. Voilà le but de ce voyage. Vérifier que ce que je porte avec Invincible Hope n'est pas un rêve isolé. C'est une frontière, et des deux côtés de l'Atlantique, à San Francisco comme à Paris, on avance vers elle, ensemble.
Alors, pour avoir été aux rencontres d'Aix du coup aujourd'hui et hier, on parle énormément de souveraineté. Et là, là, ça va être un petit peu un sujet politique. Mais quelle est ta position là-dessus? Est-ce que c'est pas étrange d'aller discuter avec les US alors que justement tout le monde fait que nous parler de la souveraineté? Là, voilà, on rentre dans un sujet un petit peu complexe. Quelle est ta position là-dessus? Non, je ne trouve pas cela bizarre. Je trouve même que c'est exactement le bon moment. La souveraineté, je la défends. Invincible Voice a été construit avec QTI, un laboratoire français. OneBrain se construit à Paris, à l'Institut du cerveau, sur les données médicales de tout un pays. Je crois profondément qu'il faut une recherche forte, indépendante, ancrée chez nous. Sur ce point, je ne cède rien. Mais la souveraineté n'est pas l'isolement. Ce sont deux choses différentes qu'on confond trop souvent. Être souverain, c'est avoir ses propres forces et choisir ses alliances en position de force. Ce n'est pas se couper du monde. Or, la maladie, elle, ne connaît pas les frontières. La SLA ne demande pas votre passeport. Alzheimer non plus. Le cerveau humain est le même à Paris et à New York. Si les deux meilleurs instituts du cerveau au monde travaillent chacun dans leur coin sur le même problème, on perd du temps. Et le temps, dans ma maladie, c'est ce qui manque le plus. Invincible Hope, c'est précisément cela. Un partenariat de recherche signé entre Mount Sinai à New York et l'Institut du cerveau à Paris. Deux institutions fortes, chacune souveraine chez elle, qui décident de mettre leurs forces en commun sur les maladies du cerveau. À distance, sur ce mur de portraits, on ne distingue plus les visages d'un côté ou de l'autre de l'Atlantique. Parce que de loin, c'est la vérité. Il n'y a pas eux et nous, il n'y a que nous. Merci beaucoup Olivier pour toutes ces réponses. Alors du coup maintenant on va vous faire une petite démo de Invincible Voice. Du coup le but de l'outil c'est d'avoir des petites discussions. Bien sûr ça ne va pas être d'avoir des réponses aussi fournies et complexes que ce qui ont été fournies maintenant, mais c'est de recréer un peu d'échange là où la discussion était perdue. Voilà, donc il va y avoir un petit setup à faire. Hop. Il va falloir mettre l'ordi devant Olivier. Tac, tac, tac. Allons-y. Hop. Si tu veux, je te le fais. Ah. Hop. Tac. Start chatting. Alors, espérons que le microphone m'entend. Hello Olivier, comment ça va? La retranscription a parfois un petit peu de soucis. Hop, pardon. Hop. Coucou Olivier, est-ce que ça va bien? Oui, tout va très bien. Merci pour votre attention. Alors, est-ce que tu es content d'être aux rencontres d'Aix?
Je suis ravi de partager ces moments avec la communauté. Alors, Olivier, ça fait longtemps qu'on n'a pas discuté. Comment vont tes enfants ? Louis prépare son bac. Passionné de jeux vidéo et sorties entre amis. Clément poursuit ses études en économie, vise un master prochainement. Ok. Et dis-moi, est-ce qu'il fait pas trop chaud en ce moment? Ça va, tu le vis bien? À Paris, je sais qu'on n'a pas la canicule. Enfin, pas encore, elle n'est pas encore revenue. Ah, si, on me dit que si. Est-ce que là, c'est pas trop dur le temps pour toi? Est-ce qu'il fait pas trop chaud? La température est agréable, je me porte bien. Bon, voilà. Alors, on n'a pas pu montrer toutes les fonctionnalités, mais effectivement, il y a aussi d'autres possibilités, comme par exemple sélectionner des mots-clés, taper au clavier soi-même pour guider l'IA et dire exactement ce qu'on veut. C'est un peu plus long, mais ça permet d'avoir plus de flexibilité dans ce qu'on dit. Et voilà, l'idée, c'est surtout de repermettre l'échange. Et je peux vous dire que Olivier aime beaucoup blaguer avec cet outil, dans les moments les plus inattendus. Donc voilà. Moi, je suis content d'avoir pu participer à ce projet avec Olivier. Et il faut savoir que c'est un projet qui est gratuit, open source. Donc, si vous avez des proches qui sont touchés par la maladie, vous pouvez les essayer. Je vous encourage à l'essayer. C'est sur invinciblevoice.qtai.org. Voilà. Et n'hésitez pas à nous faire du feedback, des retours. Nous, notre volonté, c'est que ce projet soit récupéré par des industriels. Comme il est gratuit, open source, c'est que des industriels qui sont spécialisés dans le médical se disent que c'est une excellente idée, se disent qu'il faut investir de l'argent là-dedans, de pousser le prototype. On a une version mobile qui marche pas mal, mais on se dit s'il y avait des vrais professionnels derrière, avec beaucoup plus d'énergie et d'engagement, ça serait vraiment extraordinaire. Donc voilà, si vous avez des connaissances, des gens qui bossent J'aime là-dedans, ajouter n'hésitez pas à des en blagues parler. inattendues avec cet outil. Voilà, n'hésite pas à me couper la parole en plus. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et voilà, n'hésitez pas à soutenir les Invincibles et QTI.